Dès que j'ai su, ma vie s'est accélérée. Prise de rendez-vous chez le chirurgien, scanner, prise de sang, anesthésie, enfin vous connaissez tout ça. Gastrectomie partielle dans un premier temps, quelques jours plus tard, changement de cap, gastrectomie totale, plus. On ne discute pas avec un chirurgien, même quand le feeling et la confiance sont au rendez-vous. Pourtant, j'avais juste 2-3 questions, pas très importantes, mais qui me commentaient un peu. Comment mange-t-on sans estomac? Et puis, comment avais-je attrapé ça? Oui, parce que comment attrape-t-on un cancer de l'estomac? Selon mon chirurgien, on vit très bien sans estomac. À croire même qu'on aurait créé un organe inutile. J'avais déjà essayé de dire à mes patients qu'on vivait très bien sans ventre, mais aucun ne m'a cru. La réponse, pour la deuxième question, c'est facile, pardon. La réponse, c'est l'Helicobacter pylori, une petite bactérie qui transforme l'ulcère en cancer. J'avais une chance infinie. On venait de remettre le prix Nobel à 2 médecins australiens pour cette découverte. J'étais sauvé. Un prix Nobel s'était intéressé à moi. Une question en entraînant une autre, je me demandais comment cet Helicobacter était arrivé dans mon estomac. Le titulaire du prix Nobel ne le disait pas. Et d'ailleurs, il ne disait pas grand-chose. Moi, je ne voulais pas, parce qu'après 30 ans de bons et loyaux services auprès de l'Argentaire, je ne savais toujours pas pourquoi on avait des caries. Mais finalement, la meilleure réponse, c'est peut-être celle qu'on fait aux enfants quand fatigués par leurs pourquoi incessants ou leur réponse. C'est comme ça. Cependant, à partir de là, j'ai commencé à avoir très peur. Peur comme jamais j'avais eu peur. Une peur qui ne vous laisse pas une seconde de répit. Je suis passé et repassé devant cette agence de voyage qui proposait un séjour aux Marquises. J'ai pensé à Jacques Brel, j'ai pensé au déclin de l'Empire américain. Finir mes jours là-bas entre ciel et mer, entouré de ma femme et mes enfants et de quelques amis. Pas eu le courage de tout abandonner. Alors je suis retourné voir ma psy. Elle a accepté de me recevoir tout de suite. Elle m'a écouté et m'a proposé une séance d'hypnose. Qu'est-ce que je risquais? Je me suis assis, j'ai fermé les yeux, je me suis laissé guider par la voix. Elle m'a dit: qu'est-ce qui vous fait si peur? Pourquoi avez-vous peur? Je lui ai répondu: j'ai peur de l'anesthésie, j'ai peur de me réveiller avec les tuyaux de partout, j'ai peur que le chirurgien me rate, de ne plus pouvoir remanger, j'ai peur de tout. Elle m'a dit: on va faire un voyage dans le futur. Vous allez penser à un tunnel très noir. En quelques secondes, le soleil avait disparu. Les lumières avaient disparu. J'étais seul au milieu d'un immense tunnel. C'était de plus en plus sombre. J'étais coincé dans cette espèce de boyau qui se resserrait autour de moi. Partout où j'allais, je rencontrais le noir. Les murs se resserraient sur moi. J'avais de plus en plus chaud. Je n'avais qu'une envie, de me réveiller et partir. Elle m'a dit: continuez d'avancer. Je ne voyais plus rien. Mon cœur battait la chamade. Mes doigts étaient tétanisés. Mon corps tremblait. Je suais à grosses gouttes. Je voulais sortir, mais quelque chose m'empêchait. Au bout d'un temps infiniment long, une petite lumière a commencé à briller. Je la distinguais à peine, mais je n'arrivais pas à la quitter. Mes yeux étaient fixés sur ce point brillant, dont l'intensité devenait de seconde en seconde de plus en plus grande. Au fur et à mesure que je me rapprochais, la lumière devenait soleil, le soleil me brûlait, m'éblouissait, je ne pouvais plus supporter cet éclat. Elle m'a dit: la première chose que vous verrez quand vous vous réveillerez de cette anesthésie, ce sera la lumière. Je venais sans le savoir de faire une expérience de mort imminente. Je suis sorti, je n'avais plus peur et je suis allé serein à cette intervention. Je vous passe les 10 heures de chirurgie. À mon réveil, vous ne croirez peut-être pas, la première chose que j'ai vue, c'est cette lumière. J'étais sûr alors que j'étais vivant et mieux guéri. Bien sûr, il y avait les tuyaux qui sortaient de partout, mais c'était finalement pas si inconfortable que ça. Il y avait l'euphorie morphinique, et puis il a fallu réapprendre à marcher, à manger, redevenir enfant, attendre la délivrance du roux, ce fameux roux dont jamais avant j'aurais pu penser qu'il avait tant d'importance. Et puis, il y avait eu cette petite chose difficile à expliquer à l'équipe soignante. Le chirurgien disait alimentation fractionnée, et on continuait de m'apporter des repas dans le impossible de faire comprendre. À ma sortie de la clinique, j'ai voulu faire un bon repas. Non pas que la bouffe des hôpitaux soit mauvaise, mais j'avais envie d'un bon steak saignant. Mal m'en a pris. À la deuxième bouchée, une sensation d'étouffement m'a saisi. J'ai cru mourir asphyxié. Ma femme a appelé le SAMU. Je venais de faire connaissance avec le dumping syndrome. Ce charmant compagnon allait rendre ma vie impossible. Sensation d'étouffement, diarrhée, crampe gastrique, picotement insoutenable des extrémités, mais aussi des tripes, comme les drogués peuvent en faire, des voyages hallucinatoires, mais surtout des pertes de connaissances. Je venais de comprendre que la rééducation allait être longue, d'autant plus longue que personne ne savait vraiment ce que je devais manger ou pas. À part du riz et des pâtes, le reste restait le domaine de l'inconnu. Aucun conseil nutritionnel, aucun bilan alimentaire. J'allais devoir me débrouiller tout seul. Pendant au moins 6 mois, je n'ai pas dû dépasser les 500 calories par jour. Et 500, c'était dans les bons jours. Heureusement pour moi, il y avait les compléments alimentaires. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà goûté. Je ne vais pas faire mon difficile.
mais la perte d'un estomac est suffisamment douloureuse pour qu'en plus on me file des choses dégueulasses. J'ai pourtant pas fait mon vilain garçon et j'ai essayé, pas toutes les marques bien sûr, j'ai essayé, et c'est franchement pas bon. Et parce que, à quoi rêve un gastrectomisé? À manger bien sûr, et à conserver le lien social du repas. Et je rappelle que bien manger, ça commence par les yeux et le nez. Et les compléments de ce côté-là, c'est pas vraiment ça. Mais tout ce que je viens d'évoquer n'est rien. Mon chirurgien surbooké m'apprenait par téléphone que j'avais hérité d'une chimio-radiothérapie, et à la lecture de mon compte rendu, je découvrais que les 2 tiers de mon estomac avaient été dévorés par le crabe. Les 2 tiers de mon estomac, sans jamais avoir eu le moindre symptôme ni la moindre gêne en mangeant. J'étais à la fois inquiet et rassuré par cette hospitalisation. Inquiet car il fallait reprendre le chemin de l'hôpital. Mon corps n'en pouvait plus. J'étais fatigué. Inquiet car l'hospitalisation signifiait risque. Risque signifiait danger, et donc rien de bon. Rassuré car j'avais entendu de drôles de choses sur la chimio, et qu'il valait probablement mieux être suivi par une équipe médicale. Il allait falloir dédramatiser le mot. Ce mot qui me faisait si peur. Je partageais une chambre avec un charmant voisin. Je crois que notre rencontre m'a permis de passer cette première séance assez sereine. Le seul hic, c'est qu'il faisait une chaleur torride, la clim ne marchait pas, et en raison de travaux extérieurs, il était interdit d'ouvrir les fenêtres. Et puis je ne sais pas si vous avez déjà dormi à côté de quelqu'un qui se lève tous les quarts d'heure pour vomir. C'est pas terrible, et pour le coup, ça rassure pas du tout. Nous avions le même nombre de séances, espacées de la même façon. Rendez-vous donc est pris pour faire la suivante ensemble. Certitude ou superstition, à deux, nous pouvions vaincre la chimiothérapie. 15 jours plus tard, surprise, je me retrouve dans une chambre seule. Là est la subtilité de l'hôpital, je me dis. Quand on demande une chambre seule, on a une chambre à deux, et quand on veut une chambre à deux, on se retrouve tout seul. Je m'informe, il y a des questions qu'on ne devrait jamais poser. Il venait de mourir 2 jours plus tôt. Je restais seul, contemplant le plafond et le long tuyau qui emmenait ce poison dans mes veines. Les premières nausées n'ont pas tardé. On m'a rajouté du Zofren, qui soi-disant allait m'apporter du réconfort. Je n'ai vu aucune différence, si ce n'est qu'à la place de contempler un seul tuyau, je pouvais en contempler 2. Mais il est vrai que mon regard était plus attiré par la blancheur grisâtre du lavabo, et que ce paysage allait devenir mien pendant de longues journées. Seul dans mon lit, j'ai repensé à mon père. J'ai repensé à la mort de mon père, à sa lente agonie, à son visage déformé par la douleur, à cette odeur. Pendant cette cure qui devait durer 46 heures comme les autres et qui en a duré 50, j'ai dû connaître la douceur de mes draps et la quiétude du sommeil que quelques malheureuses heures arrachées au lavabo. J'avais alors perdu 12 kilos, à moins de 3 heures de ma sortie. Une violente douleur au centre de la poitrine irradia rapidement vers le membre supérieur gauche et la mâchoire inférieure. Je hurlai quand la douleur fut vive. Une épée venait de me transpercer le cœur. Une infirmière arriva en courant, les symptômes parlaient d'eux-mêmes, un cardiologue fut appelé. 30 minutes pour monter d'un étage. Il a fallu compter le temps de branchement de l'appareil qui révéla un ECG normal. 1 heure plus tard, une nouvelle crise apparut, me laissant presque mort. J'ordonnais à l'infirmière de débrancher ma chimiothérapie. Le soir, une nouvelle crise survint encore. Ce n'est que plus tard que j'apprenais par le frère d'un copain qui est chef de service à l'Institut Pasteur que certains angors sont indétectables à l'ECG et que seul un dosage enzymatique que l'on n'avait pas fait peut révéler un infarctus. Il en savait quelque chose, il venait d'en faire un. À la fin de mes 24 séances, je pesais 55 kg, j'avais perdu 22 kg, je ne pouvais plus me regarder dans la glace, je ne me reconnaissais plus. Nous étions le 23 décembre, j'avais reçu 48 grèves. Quand je pense qu'aujourd'hui, pour une radio dentaire, on déploie un arsenal digne d'une centrale nucléaire, il y a de quoi se poser des questions sur nos chers élaborateurs. Aucun patient radiothérapisé, à ma connaissance, ne porte de dosimètre. Les assistantes qui venaient me chercher en salle d'assistante ne me reconnaissaient toujours pas. Elles me cherchaient des yeux. 150 patients par jour subissaient le même sort que moi. Je n'arrêtais pas de penser à cette chanson de Jack Brel, au suivant et au suivant. Je n'avais plus la force de pousser un cri, ce cri d'enthousiasme. C'est fini, joyeux Noël. Ce fut un Noël triste, un Noël au lit, un Noël où pour la première fois, je n'ai pas eu le plaisir d'apercevoir ce regard magnifique de mes enfants ouvrant leurs cadeaux. Je vous avais dit, le pire n'est jamais acquis et on ne connaît jamais le fou. La fin de l'année approchait, réveillonné était un rêve surnaturel, tout le monde ne pensait qu'à son piffret et moi j'avais du mal à bouffer de frites. Le 1er janvier, je ne me sentais pas très bien. Cela ressemblait à un symptôme grippal.
Quoi de plus normal? J'étais faible, nous étions au cœur de l'hiver. J'avais accepté depuis quelques jours une alimentation parentérale. Chaque soir, 2 charmantes infirmières venaient me brancher une purée de 1200 kcal. Grâce à ça, je retrouvais un peu de force. Le 2 janvier au soir, les frissons s'intensifièrent. Après une nuit quasiment blanche, entrecoupée de délire, je revis le doux visage de Claire. C'était le prénom de mon infirmière. Le thermomètre affichait entre 41 et 42 degrés. Mon corps était soumis à des soubresauts. Je déchargeais. L'interne contacté par Claire demanda un antibiogramme. Un ami médecin passa me voir en début d'après-midi. Il lui ordonna l'hospitalisation d'urgence. Compte tenu des symptômes, je n'ai presque pas attendu. Bizarrement, la température avait chuté, non à cause de l'hiver, mais parce que souvent dans les services d'urgence, on a peur d'enfoncer le thermomètre dans les oreilles. Une échographie puis un scanner, le chef de service fut appelé. Un patient du docteur X, quelle chance. J'avais du jus dans le ventre, j'étais au bord de la mort, les voies et les lumières étaient devenues floues, le temps n'existait plus. Je n'avais pas senti le regard pourtant démesuré que l'infirmière m'avait posé. Les gens s'agitaient autour de moi, je glissais vers l'autre monde, vers ce monde d'où on ne revient pas. J'étais un corps sans vie. Parler était devenu difficile. 2 heures du matin, ma femme me quittait. Enfin, je crois, je distinguais sans voir. Je montais dans les services, j'avais une question qui me trottait dans la tête, qui s'était occupée de mes enfants pendant ce moment. Une interne souriante était venue me rendre visite toutes les heures, elle adorait mes pieds. Ce n'est que plus tard, quand j'ai lu le compte-rendu d'hospitalisation, que j'ai compris le terme de pied marbré. Je venais de faire une septicémie. On supposait que l'alimentation parentérale et le PAC étaient responsables. Au bout de 3 jours, je fus transféré à la clinique. Il fallait déposer ce PAC. Bizarrement, un nouvel antibiotogramme était demandé, pas pour savoir si une nouvelle bactérie était arrivée, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas le nom médical. J'avais le teint marron jaune. La totalité de mes muscles avait disparu. Je ressemblais à une mince planche, un régal pour apprendre l'anatomie. Lors de sortie 20, avec son ordonnance erronée, il faut tout vérifier. On m'avait donné du clamoxyl et l'antibiogramme révélait que le Klebsiella pneumonia était résistant au clamoxyl. Le gastro voulait me prouver que le clamoxyl et l'ougmentin étaient pareils. Il faut accepter d'être pris pour un imbécile en permanence. On ne peut pas être professionnel de santé et patient, il faut choisir son camp. Quelques jours plus tard, je reçus les résultats de l'analyse du PAC. Pas de chance, il était stérile. Je consultais quelques amis et j'apprenais que la bactérie était anaérobie et vivait de façon permanente dans l'intestin. Le scanner révélait des brèches, dû probablement à la radiothérapie, la cause était entendue. Une semaine plus tard, j'avais rendez-vous avec mon professeur qui soutenait mordicus que le PAC était responsable de ma septicémie. J'étais trop fatigué pour discuter, pourtant j'adore ça. Et heureusement que mon épouse était présente, car elle lui demanda comment un PAC stérile pouvait causer une septicémie. Aucune réponse de nos parents. Pasteur se retournait dans sa tombe, la génération spontanée n'était pas un rêve. Il faut ajouter que pendant 10 jours d'hospitalisation, j'avais reçu aucun coup de téléphone, aucune visite de sa part, alors qu'elle savait parfaitement ce qui venait de m'arriver. Elle ne m'a jamais ausculté, jamais pesé. Pourtant, quand 2 semaines plus tard, après mon arrêt de travail, je contacte son secrétariat pour une prolongation, je suis la surprise de recevoir un courrier digne de l'Académie des sciences. J'étais à la fois très en forme, mais que très fatigué. J'avais repris mon poids initial, bien qu'encore très amaigri. Ma tension était normale alors que j'oscillais entre 7 et 8, et qu'elle n'a jamais pris la peine de me passer le moindre brassard autour de mon bras. Ce compte-rendu n'était pas signé, pas daté. Que pourrais-je faire de ce papier? J'ai pris la liberté, que je n'aurais jamais eu le temps, de téléphoner de nouveau à son secrétaire. Elle n'était pas là, mais la secrétaire m'assura qu'elle me rappellerait rapidement. Le lendemain, un coup de fil qui a duré 2 minutes, juste pour me dire « Je ne veux plus vous soigner ». J'ai eu le temps de lui demander « Pouvez-vous m'adresser à quelqu'un ?» Elle m'a répondu « Vous êtes un grand garçon. Garçon, débrouillez-vous tout seul. » À croire que j'étais le premier cancéreux pénible de l'histoire. On aurait le droit d'être insupportable pour une rage de dents, et croyez-moi, j'en ai vu des insupportables, mais pas pour un cancer. Un conseil, si vous êtes hospitalisé, devenez idiot. J'ai fait une méga dépression. Un syndrome d'abandon violent m'a envahi, et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé, je suis foutu, je vais me suicider. Et il y avait mes 4 enfants, et puis j'ai pas pu. Je sais toujours pas pourquoi j'ai pas pu, mais j'ai pas pu. Ce silence me choquait d'autant plus que moi je voulais juste entendre « Excusez-moi, ce sont des choses qui arrivent parfois ». Moi je n'ai eu que le silence pour unique réponse, et touchant le fond, et pour une raison, mais inexpliquée à ce jour, j'ai pris un stylo et une feuille de papier, et peut-être, car la maladie, malgré son terrible poids, fait surgir chez l'homme parfois des talents incroyables, et l'approche de sa mort pousse l'homme souvent à réaliser ses rêves. Et comme je vous l'ai dit au début de mon témoignage, survivre était devenu une nécessité. J'avais moi aussi, comme beaucoup d'entre vous, sûrement ici, une passion, un vieux rêve que je reportais. Ils sont devenus ma bouée. Et j'ai écrit. Aujourd'hui, porteur d'un handicap invisible, gastrectomisé dans la capitale mondiale de la gastronomie, je suis devenu Tantale.
Chaque repas de famille est une souffrance, mais j'ai découvert une nouvelle vie. Une nouvelle vie où le mot semblable différent prend tout son sens, où le mot être différent a un sens, et j'avais envie que le petit enfant de mon livre et l'adulte que je suis se réconcilient autour d'une histoire. Alors je suis parti à la recherche de cette histoire. J'ai eu envie de découvrir ce que j'avais mal digéré, de réécrire une nouvelle histoire. Alors au fond de mon lit, j'ai lâché la fraise pour la plume, et j'ai noirci des pages et des pages. Plus j'écrivais, plus je guérissais. À la fin du livre, l'encre rouge était devenue noire, le rêve était devenu passion. Je voyais encore du rouge, mais pratiquement de moins en moins. Et puis ce premier livre s'est terminé, et avec lui la fin de mon cancer. J'étais en paix avec moi-même, et mieux, je n'étais plus ce que je faisais, j'étais ce que j'ai fait, et cela me suffisait. J'avais appris à vivre seul, à ne pas avoir peur de la solitude. J'avais appris à m'aimer maigre, sans force. Pour un homme, c'est terrible, mais je m'aimais comme j'étais. Vous connaissez tous cette phrase, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et la mort n'a pas voulu de moi. Aujourd'hui, j'essaye sans haine ni rancune d'apporter peut-être ce grain de connaissance et d'aider ceux qui en ont besoin. Car, soyons clairs, si j'ai eu des relations un peu compliquées, on va dire, globalement, elles ont plutôt été bonnes. Et ayant fait aussi de l'art-thérapie sans le savoir, j'aime aussi démontrer que l'homme a de multiples talents et que l'art est aussi une façon de guérir. Et parce que je m'en suis sorti et parce que je peux faire ce que j'aime, j'ai décidé que le bénéfice de la vente de ces livres que je vous présenterai irait à la Ligue, et si vous voulez, on pourrait aider les familles désespérées. Et puis parce qu'écrire est devenu une passion, j'ai aussi décidé de partager celle-ci en créant des ateliers d'écriture et de théâtre au sein de la Ligue contre le cancer, afin d'aider les malades à sortir de cette terrible maladie. Je peux vous assurer que quand on voit les patients malades qui arrivent dans un premier atelier d'écriture, qui sont un peu stressés parce qu'ils se demandent ce qu'ils vont y découvrir, et c'est comme dans un bon restaurant ou dans un ciné, quand on voit leur tête, après, on se dit que vraiment, elles sont passées de quelque chose et elles ont retrouvé un sourire qu'elles ont perdu depuis fort longtemps, et c'est extrêmement agréable, et c'est une reconnaissance que moi je dis éternelle et que j'apprécie presque chaque jour. Voilà. Donc merci de votre écoute, même si elle n'est pas là pour toujours remercier les absents. Merci à Catherine de m'avoir invité. Voilà. Merci aussi à mes amis qui ont participé à mes guérisons et aussi à ma femme. Voilà. J'espère avoir peut-être le plaisir de dédicacer quelques livres ou de répondre à des questions. Avant de vous souhaiter bon appétit, pour moi c'est primordial. Voilà. Merci.